Bienvenue à la conférence sur la vente du biométhane et les mécanismes qui sont en vigueur en France. Nous sommes nombreux et nous sommes surtout ravis de vous accueillir sur ce plateau et pour cette conférence qui va durer 1h45. Mais rassurez-vous, vous ne vous ennuierez pas parce que ça va aller vite, ça va rebondir souvent. On va avoir des séquences de questions-réponses aussi, 3 séquences de questions-réponses au cours de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, surtout gardez-les et prenez patience, c'est qu'il y a une séquence qui va bientôt arriver. Sans plus attendre, je vous propose de présenter mes confrères, collègues qui sont à côté de moi. Et je vais commencer par Cécile Frédéric. Cécile Frédéric, déléguée générale de France Gaz Renouvelable, une association qui a une cause noble puisqu'elle rassemble les initiatives pour permettre à un écosystème de voir des énergies renouvelables et en particulier sur le biométhane de voir le jour. Et ça rapproche le monde agricole et le monde de l'énergie au service des territoires. Bienvenue. À sa droite, Florent Toumineau. Vous le connaissez peut-être, il est directeur général de Metagora, une start-up qui explore de nouvelles voies de valorisation du biogaz. Et si vous ne le connaissez pas dans sa fonction actuelle, c'est peut-être parce que vous le connaissiez dans sa fonction précédente, puisque pendant 18 ans, il a œuvré dans la construction de méthaniseurs avec une société qui compte plus de 200 installations actuellement en France construites. Bienvenue, Florent. Je continue sur Pascal Garçon, responsable développement gaz vert GRDF Centre-Ouest. Il accompagne, soutient le développement de la filière méthanisation par injection et il a la grande mission de stimuler le développement du biométhane dans la région puisque tu es dans tes terres. Bienvenue et ravi de t'avoir avec nous. Merci. Raphaël, tout au bout, Raphaël Boukobza, juriste et grand spécialiste, peut-être le meilleur spécialiste du moment sur la réglementation dans la méthanisation, qu'elle soit par injection, par cogénération. Il est à l'AT2E et plus particulièrement au Club Biogaz. Bienvenue Raphaël. Adrien, à ma gauche, il est animateur technique à l'AMF, Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Je pense que c'est aussi le plus grand spécialiste des questions économiques et des différents modèles agricoles. Il est incalable. Si vous avez des questions, vous verrez. L'AMF, c'est 550 adhérents, mais il nous en dira plus tout à l'heure. Bienvenue Adrien. Et pour finir, le nom des moindres, Vincent Cucheval, expert financement dans les ENR et à la Banque Populaire. Et en particulier la Banque Populaire qui est très investie dans le financement de la méthanisation et qui nous fait aussi le plaisir d'être là. Bienvenue Vincent. Merci à vous tous, merci d'avoir répondu à mon invitation. Sachez que on va aborder plusieurs sujets, les sujets qui vont concerner forcément des thématiques que vous connaissez bien, c'est des thématiques de contrats qui sont les tarifs d'achat. On ira explorer ce que sont les CPB, les certificats de production de biogaz, les BPA, les Biomethane Purchase Agreement. Mais monter un projet, c'est forcément aussi penser financement, c'est inévitablement penser durabilité, et on ponctuera ça aussi de retour terrain. Que se passe-t-il sur le terrain? Comment les installations se montent et grâce à tout ça, on va passer un bon moment. Alors, je vais un tout petit peu un peu trop vite. Sans plus attendre, on va laisser la parole à Pascal. Parce que c'est vrai que quand on parle biométhane, on pense tout de suite tarif d'achat. Et ce système qui, depuis maintenant 14 ans, finance et a permis de développer 730, je crois, installations en France en biométhane injecté. Où en est-on en termes de tarifs d'achat et comment ça fonctionne, Pascal? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans les quelques minutes qui suivent. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence nombreuse. Donc le tarif d'achat, on va tout d'abord exposer les principales caractéristiques
Et puis, vous en saurez plus dans les nombreux textes, décrets et arrêtés qui sont parus depuis quelques années. Donc, quelques grandes lignes, donc créées en novembre 2011 précisément, révisées en 2020, 2021, en 2022, en 2023 également, puisque le tarif d'achat disponible aujourd'hui pour le porteur de projet, donc, il date du 13 juin 2023. La durée, elle n'a pas changé depuis le début. On est sur des durées de contractualisation de 15 ans. Depuis fin 2020, le tarif d'achat concerne, enfin depuis fin 2020, grosso modo, puisqu'on parlait d'un seuil de 300 normomètres cubes à cette époque-là, mais depuis quelques années, donc le tarif d'achat ne concerne que les projets neufs, ça n'a pas changé, avec une limite haute à 25 gigawattheures de production annuelle prévisionnelle. Cette quantité contractuelle, elle est révisable une fois par tranche de 24 mois. Alors, il y a 2 petites années de ça, les pouvoirs publics ont introduit la possibilité de faire une révision par tranche de 12 mois. Ça date de juin 2023, c'est valable jusqu'à juin 2025, donc on arrive à la fin de cette période. Donc là, on peut se dire que finalement, on peut réviser ce tarif une fois par tranche de 24 mois désormais, donc à la hausse, ce qui arrive dans la majorité des cas, mais également à la baisse, ça peut arriver aussi. C'est une possibilité ouverte par le tarif depuis quelques années. Et puis en termes de volume, pour conclure sur qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du tarif, on peut estimer qu'il y a un peu plus de 13 TWh aujourd'hui qui sont installés, en capacité installée, donc les 731 sites au 31 décembre qui fonctionnent grâce au tarif d'achat, donc quasiment 13,8 TWh. Et puis côté GRDF, nos estimations du volume total contracté sur le tarif donne environ 18 TWh. Alors, quels sont les intérêts de ce tarif d'achat aujourd'hui ? Alors ils sont assez nombreux. On va en mettre en avant quelques-uns. Donc il a été mis en place, il est garanti par l'État. L'achat de dernier recours en cas de défaillance du fournisseur est prévu également. Donc ça, c'est quand même une vraie sécurité pour initier un projet. On le voit depuis 1 an et demi, la France donc est passée leader européen sur la capacité installée et puis leader européen, mais c'était le cas déjà depuis quelques années sur le nombre de sites. Donc ça a permis véritablement, c'est une fierté, je pense, française, ça a permis de lancer sur les bons rails une véritable filière qui est reconnue internationalement. On a une durée de 15 ans, je le disais tout à l'heure, qui permet aussi de gérer la dette, d'étaler la dette pour que les projets soient soutenables. Donc on a souvent des dettes qui sont sur des durées de 14 à 15 ans globalement. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Lancé en 2011, donc c'est un produit qui commence à être bien connu, y compris par les organismes financiers. Donc ça, c'est également un grand avantage de ce tarif. On a un coefficient K, sans rentrer dans le détail, mais qui reflète plutôt bien l'évolution des charges d'exploitation. Donc c'est le cas notamment depuis septembre 2022 avec l'introduction d'un coefficient K qui permettait de répercuter une partie de l'inflation sur le tarif. Et puis c'est aussi le cas surtout depuis juin 2023 avec une évolution qui a permis une meilleure prise en compte de l'évolution des coûts d'énergie et notamment des coûts d'électricité. Voilà, on a tendance à penser, et puis la CRE le prouve de temps en temps, que le niveau de prix voilà, est suffisamment attractif pour donner envie à des porteurs de projets de se lancer et puis de conduire des unités qui sont rentables. Enfin, un autre intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de production. Les quantités sont payées dans la limite du contrat, sont payées au prix contrat. Et si on est en deçà de la quantité prévisionnelle, il n'y a pas de pénalité, pas d'engagement de production. Donc voilà, un certain nombre d'intérêts. Voici les principaux vus de nous. En gros, c'est la solution idéale, il n'y a pas de défaut. On pourrait se dire ça, effectivement. Ouais. Sauf que là, on a une conférence où on a envie de parler de toutes les formules. Donc chaque formule a ses avantages, chaque formule a également ses inconvénients. C'est aussi le cas du tarif d'achat. Donc inconvénient, le mot est peut-être un peu fort, mais le tarif d'achat néanmoins présente quand même quelques limites. Donc je le disais tout à l'heure, le cas permet de refléter l'évolution des charges. Pour autant, on a observé depuis 2020-2021 des fortes augmentations sur les coûts
sur les CAPEX. Et aujourd'hui, on a un cas qui ne reflète pas totalement cette évolution. Donc ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est que comme en cogénération, le tarif biométhane, eh bien, en fait, il a une dégressivité trimestrielle. Chaque trimestre, selon une formule magique qui prend en compte quelques critères INSEE, il y a aussi un moins 0,5 qui est appliqué. Donc on est dans un système où si on signe ce trimestre-ci ou le trimestre suivant, eh bien, en fait, on risque de perdre 0,5. Donc on est quand même dans un système qui incite à aller vite. Et parfois, il faut savoir prendre le temps pour, par exemple, gérer la concertation, prendre en compte tous les aspects d'un projet pour qu'il soit le mieux pensé possible. Donc ça, c'est une limite également qui pousse un peu à l'urgence. Les pouvoirs publics avaient imaginé aussi, c'est toujours le cas, donc un mécanisme de dégressivité complémentaire en cas d'emballement du marché. Bon, là, on est loin de l'activer, mais bon, c'est quand même une épée de Damoclès potentiellement qui existe. Donc c'était une autre limite. On a, comme je le suggérais tout à l'heure, donc un niveau de prix, tarif d'achat qui est sous l'étroite surveillance des pouvoirs publics. Et c'est bien normal parce que le coût pour les finances publiques, eh bien, il commence à pas être neutre. On parle d'1 milliard d'euros à peu près pour 2025. Donc le niveau de prix est surveillé, notamment par la CRE qui a fait des publications en fin d'année à ce sujet. On a une autre limite qui concerne plutôt les sites de la première génération, donc qui sont au tarif d'achat 2011 avec une production qui est mensualisée. Donc si on a des soucis de production sur un mois ou deux, on peut difficilement et on ne peut pas se rattraper sur les mois suivants. La possibilité est offerte à ces contrats de passer en production annualisée, mais le nombre d'heures pris en compte n'est pas attractif. Donc finalement, il y a très peu de producteurs mensualisés qui ont franchi le pas de l'annualisation. Donc ça reste une limite au système qui peut fragiliser les unités, notamment au bout de quelques années quand il y a des gros travaux à entreprendre. On a depuis le 9 novembre, c'est pour vous dire s'il y a quelques limites à ce sujet, depuis le 9 novembre 2020, donc les garanties d'origine sont désormais préemptées par l'État, donc elles ne profitent ni aux producteurs, ni aux fournisseurs qui gèrent l'achat. Donc c'est une petite limite, peut-être qu'on ne retrouvera pas sur les autres formules. On a également, ça peut concerner des projets qui seraient dans des logiques d'évolution. Prenons un exemple, je commence à 15 ou 20 gigas, j'envisage d'aller bien au-delà en mobilisant des intrants, en travaillant des partenariats. Eh bien, avec le tarif, dans ce cas-là, on est bloqué à 25 gigas de production annuelle. Donc ça peut être également considéré comme une limite pour les projets qui auraient des ambitions plus fortes ou une capacité à mobiliser des intrants sur un territoire de façon plus importante. Et enfin, dernière limite, on est sur une formule qui n'est pas compatible avec d'autres formules, notamment avec les CPB et également avec les BPA. Donc voilà, donc on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé parce qu'on a vu les nombreux avantages, mais il faut quand même avoir conscience que le tarif d'achat présente quand même quelques limites. Merci Pascal. Juste avant de passer la parole à Raphaël pour les BPA, limite qui est donnée à 25 gigas. Au-dessus de 25 gigas, il n'y avait pas des appels d'offres aussi prévus? Et qu'est-ce qu'il en est? Mais oui, tout à fait, Luc. On avait vu passer ça en novembre 2020. Effectivement, l'État avait prévu de lancer des appels d'offres. Ils ont fini par arriver. 2022, je crois le premier, mais qui n'a pas fait long feu. Il a été retiré au bout de quelques mois. Et puis, il y a eu un deuxième appel d'offres lancé en décembre 2023, dont on a eu connaissance des résultats tout récemment. Donc, les appels d'offres, je me permets, entre nous, c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Le système était prévu pour soutenir un nombre de projets équivalent à 700 gigas de production à l'année. Et finalement, le résultat final, c'est un projet soutenu pour 37 gigas de production annuelle. Donc, effectivement, oui, ça existe, mais c'est très peu utilisé. Et puis, la CRE a indiqué aussi qu'elle mettrait fin aux appels d'offres, donc pour se tourner vers d'autres systèmes dont on va parler dans les minutes qui viennent. Merci Pascal. Alors effectivement, quand on est à plus de 25 gigas, les appels d'offres ne pourront pas répondre. Alors naturellement, on peut se poser la question, est-ce que des BPA pourraient répondre à cette question? Et donc Raphaël, est-ce que c'est possible de nous expliquer ce que c'est qu'un BPA? Oui Luc, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ok, très bien. Alors effectivement, je vois qu'il y a des experts, des BPA au premier rang. Je voulais savoir d'abord, est-ce qu'il y en a qui savent un peu ce que c'est les BPA dans l'audience ou pas?
Non, d'accord. Oui, un petit peu là-bas. Ok. Alors un BPA, donc je vous ai mis une phrase à l'écran qui résume un peu ce que c'est un BPA. C'est tout ce qui n'est pas écrit sera susceptible d'ouvrir le champ des discussions dans le contrat. Et ça résume assez bien le BPA. Pourquoi ? Parce que le BPA, à contrario de ce que nous a expliqué Pascal, c'est un contrat de droit privé, long terme, généralement. On va le voir pourquoi. Et dans lequel, donc de fourniture, d'achat de biométhane. Et donc pourquoi je dis privé ? Parce que justement, à contrario du tarif d'achat où l'État va vous proposer un contrat d'adhésion avec des clauses qui sont déjà bien définies, bien rédigées, auxquelles vous avez juste à signer en bas de la page pour dire voilà, on est d'accord sur un prix. Enfin, j'ai calculé mon tarif. Le tarif, ça va être ça. Je suis secure pour 15 ans. Le BPA, c'est vraiment un contrat dans lequel vous allez devoir négocier en tant que vendeur ou acheteur absolument toutes les clauses. Donc ça va être un contrat direct et ça va être un contrat assez fastidieux à mettre en place. Pourquoi ? Parce que justement, si vous n'êtes pas outillé administrativement, juridiquement, avec le staff etc., pour passer du temps, un certain temps à négocier un contrat, et que vous êtes justement prêt à négocier parce que vous avez les reins solides pour vous permettre un tarif, auquel vous allez négocier, bah, le BPA sera peut-être pas. Donc je tenais tout de suite à vous le dire que le BPA sera peut-être pas destiné forcément à vous. Alors, comment ça marche exactement ? Alors comment ça marche, Luc ? Donc comment fonctionnent les BPA ? Un BPA, il y a grosso modo 2 types de BPA qui se dégagent. Mais avant de vous parler un peu des 2 types de BPA, on va revenir rapidement sur le cadre réglementaire des BPA, qui a été créé par la loi APER du 10 mars 2023, qui est la loi d'accélération et de production des énergies renouvelables. Et en fait, cette loi, elle est venue dire 2 choses. Elle est d'abord venue mentionner explicitement les contrats de gré à gré, ce qu'on appelle BPA, donc contrat de vente directe de biométhane. Et elle est aussi venue dire, d'une part, que vous n'avez plus besoin en tant que producteur de bénéficier, d'obtenir une autorisation de fourniture de gaz, ce qui est long et coûteux à avoir, ce qui était le cas auparavant. Donc avant que cette loi sorte, si vous vouliez contractualiser directement du biométhane avec un acheteur, vous deviez bénéficier de cette autorisation de fourniture. Là, ce n'est plus le cas. Vous pouvez déléguer, donc passer par un tiers qui va être un fournisseur ou un producteur qui aura déjà cette autorisation de fourniture de gaz et qui pourra jouer le rôle d'intermédiaire entre l'acheteur qui a toqué à votre porte et vous, en tant que vendeur, qui vendez votre biométhane. Et cette loi, elle est venue dire autre chose. Elle est venue ouvrir la possibilité aux entités adjudicatrices, c'est-à-dire l'administration, de passer ce type de contrat. Et donc voilà, c'est un peu ce que vous allez avoir comme typologie de BPA, direct, donc avec direct, donc vous et l'acheteur, ou indirect à travers un fournisseur qui va jouer le rôle d'intermédiaire et qui va couvrir les risques d'acheminement, couverture réseau et tout le coût qui va avec, la couverture des risques, l'assurance, etc. Pour l'acheminement de votre biométhane. Un BPA, c'est, comme je vous l'ai dit, assez fastidieux à mettre en place parce que vous allez devoir absolument négocier toutes les clauses. Donc là, je vous ai mis les grands principes et tu viendras nous en parler après moi, justement, de manière beaucoup plus précise dans le cadre de ton activité. Mais la structure d'un BPA, comme je vous ai dit, ça va être BPA direct ou BPA indirect. Donc, est-ce qu'il va y avoir un contrat d'acheminement, etc. Bref, le prix, vous allez devoir vous mettre d'accord sur un prix. Est-ce que le prix va être take-or-pay ? Est-ce que le prix va être plafond ? Est-ce qu'il va y avoir un prix plafond, un prix plancher ? Est-ce que le prix va être indexé sur quelque chose ? Si oui, est-ce que ça va être les intrants ? Est-ce que ça va être l'intensité carbone de votre biométhane que vous le vendez ? Parce qu'on voit aujourd'hui des pays où l'intensité carbone du biométhane se négocie. Votre biométhane a une valeur qui est plus importante si votre biométhane est plus vert, entre guillemets. Vous allez avoir les quantités. Effectivement, vous allez vous mettre d'accord avec l'acheteur sur vos quantités. Qu'est-ce que vous allez devoir acheter ? Est-ce qu'il y a une quantité minimale à acheter ? Est-ce que le vendeur s'engage à vendre des volumes minimums ? Si oui, le prix va être forcément plus important parce qu'il y a un risque. Si vous ne livrez pas la quantité minimum sur laquelle vous vous êtes mis d'accord, à ce moment-là, vous allez avoir un risque de pénalité. Il va y avoir la durée, les pénalités, effectivement, sur la pénalité sur laquelle vous allez vous mettre d'accord. Excusez-moi, je suis désolé, je ne vois pas trop l'émission. Ah oui, l'intensité carbone, la résiliation, quand est-ce que vous allez être fautif, et les autres clauses, typiquement les clauses de hardship, ou justement, par exemple, les clauses de change in law,
où dès lors que c'est un contrat long terme, le BPA, vous n'allez pas avoir de boule de cristal. Donc si vous signez sur 15 ans pour avoir de la visibilité sur votre prix, vous n'êtes pas, pas sans savoir qu'il va y avoir potentiellement des changements économiques, politiques, sociétaux, environnementaux, etc. Donc vous allez vous back-up juridiquement parlant et vous allez prévoir des clauses qui justement prévoient des changements et qui pourraient déséquilibrer votre contrat. Donc voilà. Et donc nous, je suis désolé, j'ai essayé de faire au plus vite. Je suis dans les temps, Luc, ou pas? Oh, je dépasse. Ok, d'accord. On a mis au Club Biogaz à disposition un annuaire que vous pourrez retrouver à notre stand de tous les acteurs des CPB et des BPA qui sont là justement pour négocier avec vous, enfin qui sont intéressés par la contractualisation de BPA et de CPB. Finalement, il y a 2 ans, on signait le premier. Il y en a combien maintenant? Eh bien, écoute, Luc, il y en a à peu près 4, 5. Ça dépend ce que vous appelez BPA. Certains puristes diront qu'un BPA indirect n'est pas un BPA, parce qu'effectivement, vous ne prenez pas à votre charge. Enfin, il y a un intermédiaire, un fournisseur, donc le risque est un peu moindre. Mais il y en a grosso modo 4, et on voit que c'est quand même des gros noms de la filière. Donc, comme je vous disais, c'est des gens qui ont les reins assez solides et qui peuvent se permettre voilà, de contractualiser en BPA. D'accord, merci. Alors, tarif d'achat, appel d'offres, BPA, et on parle aussi de CPB. C'est quoi exactement un CPB? Oui, alors ça va être à peu près la même chose. Donc, ce qu'il faut savoir, La même chose que... les BPA. Là, ça va être à peu près la même chose, du moins sur la forme du contrat. Ça va être des contrats, entre guillemets, où encore une fois, un acheteur, mais alors là, dans les cadres des CPB, ça va être un fournisseur. Pourquoi? Parce que les CPB, ça va être une obligation qui va peser sur les des fournisseurs de gaz en France de restituer un certain nombre de certificats, ces fameux certificats de production de biogaz, CPB, et qui vont devoir restituer à l'État un certain nombre de ces certificats pour prouver qu'ils auront soit participé à l'émergence en fait, de la filière, soit en achetant via des producteurs qui ont déjà des unités de production, soit en investissant dans des unités. Et donc, vous allez avoir ce fournisseur qui va aller toquer encore une fois à la porte de ce producteur qui va lui dire, voilà, moi j'ai besoin, combien est-ce que tu peux me fournir de CPB? Et il va aller, le fournisseur va être inscrit dans un registre qui s'appelle le registre qui est tenu par une institution qui s'appelle EEX. Et il va y avoir, voilà. Donc, le cadre réglementaire et législatif des CPB, c'est quoi? On va très rapidement le faire. Ça a été d'abord l'objet d'un premier décret qui est sorti en 2022, qui est venu dire un certain nombre de choses. Mais voilà, il s'adresse, en tout cas, les CPB, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'adressent à des gens qui ne sont pas en tarif d'achat, comme le disait Pascal. Et soit qui ne sont pas en tarif d'achat parce qu'ils sont au-dessus de 25 gigawattheures, soit parce qu'ils ont passé leur tarif d'achat, donc ils ont déjà eu un tarif d'achat, soit tout simplement parce qu'ils n'en veulent pas. Ils trouvent que voilà, les CPB sont plus intéressants, etc. Et donc, on a eu les derniers décrets. Je vais uniquement parler de ce que contiennent les derniers textes relatifs au CPB. Ça a d'abord été l'assiette. Sur qui va reposer le surcoût des CPB? Votre fournisseur de gaz, il va devoir effectivement incorporer une partie de biométhane dans son offre commerciale et ce coût va se répercuter. Sur qui va se répercuter ces coûts? Ça va être le tertiaire et le résidentiel. Donc ça va être là, le chiffre est un peu faussé, c'est pas 50% de la consommation totale de gaz en France, c'est plutôt 60%. Quelle ambition? À combien de terawattheures les fournisseurs vont devoir, enfin combien de terawattheures en CPB les fournisseurs vont-ils devoir respecter en fait en les restituant à l'État? Donc là, je vous ai mis que c'était en 2028. Luc, tu peux me dire c'est 6,5 terawattheures? 6,5, voilà. Oui. Voilà. Ensuite, on va avoir un coefficient de modulation. Là, on arrive sur les sujets qui sont un peu plus touchy. Pourquoi? Parce que toute la filière est un peu en discussion avec la DGEC parce que vous allez avoir un coefficient de modulation qui va s'appliquer selon l'ancienneté de l'installation auquel vous achetez. Je m'explique. Lorsque l'installation va avoir plus de 15 ans, elle ne va pas pouvoir bénéficier de 1 CPB, ne va pas pouvoir vendre 1 CPB par mégawattheure qu'elle aura produit, mais 0,8. C'est la même chose pour les ISDND. Donc là, il y a une réelle discussion par rapport notamment au droit de la concurrence parce que, effectivement, pour le coup, là, les nouvelles installations en greenfield vont pouvoir vendre un CPB par mégawattheure, alors que celles qui auront plus de 15 ans. La justification de la DGEC, c'est que la DGEC dit une installation qui a bénéficié d'un contrat pendant 15 ans, un contrat de tarif d'achat, elle est déjà amortie financièrement, donc elle peut plutôt vendre 0,8 CPB par mégawattheure plutôt que 1, ainsi que les ISDND. Et la pénalité, enfin, qui va être de 100 € par CPB manquant, qui n'est pas, la pénalité n'est actuellement
pas inflatée. Donc c'est CPB, elle a été capée à 100 euros dans la loi qui est venue instaurer les CPB. La DGEC l'a mis à 100 euros. Donc forcément, si l'inflation continue, la pénalité, il risque d'y avoir des petites renégociations sur cette pénalité. Merci, Voilà, Luc, pardon. merci Raphaël. On voit qu'il y a finalement pas mal de possibilités pour produire du biométhane. La première possibilité, c'est donc le tarif d'achat, les appels d'offres, mais on voit que ça, c'est terminé, les CPB, les BPA. Je me tourne vers Florent. Florent, Metagora, c'est une start-up. D'ailleurs, félicitations, puisque j'ai vu qu'il y avait le prix, le Golden Prix, peut-être pas le Silver Prix, peut-être. Le Silver Prix qui a été attribué à Metagora. C'est une entreprise qui, justement, travaille sur ces contrats-là. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne Metagora ? Exactement. Je suis déjà très flatté d'avoir entendu que Raphaël nous considérait comme un gros acteur du marché, puisque nous sommes parmi les entreprises qui avons contracté un contrat en BPA, donc parmi les 4 ou 5 au niveau national. Un contrat donc, sur 15 ans qui est en cours d'exploitation à l'heure actuelle. Donc c'est là que je vais pouvoir vous apporter un retour d'expérience, on va dire, pratique sur la contractualisation et la mise en place et l'exploitation, on va dire, d'un BPA. Metagora, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est ? Pour te répondre, Luc, c'est une entreprise qui est liée d'un constat qui avait sur la filière méthanisation, on parlait de 730, Pascal parlait de 730 installations de méthanisation qui injectent à l'heure actuelle en France. Il y en a à peu près 900 qui injectent de l'électricité en cogénération. Ces 900 installations qui injectent de l'électricité en cogénération en France sont dans une situation économique qui n'est pas forcément évidente et en plus sont en train, gentiment mais sûrement, d'arriver sur la fin de leur période de contractualisation d'obligation d'achat. Donc on a considéré qu'il y avait un besoin, un marché, un potentiel pour aller chez eux, leur proposer de leur acheter du biogaz et de gérer avec eux le mécanisme de contractualisation pour leur permettre de vendre du biométhane. Donc c'était ça l'idée de base, s'adresser à toutes les cogénérations. Et là, on est arrivé très vite sur un constat il fallait commercialiser ce biométhane en BPA ou CPB, puisqu'elles ont déjà eu un mécanisme d'obligation d'achat. Et comme le disait Pascal, l'obligation d'achat ne s'adresse qu'aux installations neuves. Et qu'il fallait qu'on s'adapte justement pour être capable d'avoir la possibilité de proposer à des agriculteurs, à des exploitants d'installations de méthanisation agricole, une possibilité de vendre et d'avoir accès à un marché qui est le BPA, qui est mine de rien compliqué et assez lourd juridiquement. Donc pour ça, comment on fait ? Ça va être à nous de porter une partie du risque. Ça va être à nous de porter une phase de contractualisation. Ça va être à nous de pouvoir s'adapter aux mécanismes de marché pour être capable d'avoir une vente de biométhane qui soit compétitive et qui soit intéressante pour créer pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, c'est quoi exactement le modèle ? Donc le modèle, en fait, il est lié directement à la valorisation, donc au BPA et au CPB. Donc, c'est de faire un pont entre le monde agricole et les producteurs de biogaz agricole et le monde de l'énergie qui vont nous acheter ce gaz vert, à la sortie. Donc, on a un monde agricole qui a une forte capacité d'engagement, notamment humain, qui maîtrise les intrants, qui maîtrise les installations, mais qui est aussi assez dispersé, puisqu'on est sur... On parlait de 900 installations réparties au niveau du territoire, qui ne sont pas forcément placées à proximité du réseau de gaz. Et d'un autre côté, on a un monde de l'énergie qui n'a pas du tout les mêmes codes, qui va vouloir fonctionner sans soutien public et qui va vouloir fonctionner avec des demandes de garantie de volume et des demandes de preuves par rapport à la durabilité du système. C'est-à-dire qu'un industriel ou un acheteur de gaz, s'il veut acheter du biométhane, c'est pour le fait qu'il soit biométhane. C'est-à-dire qu'il va acheter, il faut bien se mettre dans la position, qu'il va acheter du gaz 3 à 4 fois le prix du gaz gris sur le marché.
pour acheter, que ce soit via des CPB ou que ce soit via des garanties d'origine ou via des preuves de durabilité. Pour acheter à ces niveaux de prix-là et d'engagement-là, il va vouloir avoir un gaz, donc encore une fois, qui soit bien géré en volume, donc qui lui permette de sécuriser son utilisation industrielle, qui soit capable d'être vert et d'avoir toutes les preuves de ce vert. Là, ça, je pense que Cécile nous en parlera un peu après. Et c'est un enjeu majeur, hein. Et derrière, il va vouloir avoir de la facilité, c'est-à-dire d'avoir, on parlait des notions de fournisseurs, nous sommes fournisseurs de gaz. Nous sommes fournisseurs de gaz. Pourquoi ? Pour pouvoir aller livrer le gaz de la façon la plus simple possible à nos acheteurs. C'est-à-dire qu'on gère pour lui une partie au moins de l'acheminement et de l'équilibrage sur le réseau. Donc on va lui apporter les molécules. Et pour ça, pour compenser par rapport aux sites qui sont parfois dispersés, éloignés du réseau au niveau agricole, qui ont un process biologique, donc des variabilités de production au niveau quotidien, hebdomadaire, mensuel, et ben, c'est là que nous, on doit faire la liaison entre cette multitude de sites et ces besoins condensés industriels. Et en fait, je viens de donner la réponse. On va condenser, on va agréger, on va mutualiser les quantités de gaz. Et en agrégeant ces différents sites, ces différentes quantités de gaz, on va être capable de mutualiser le risque, donc de proposer à notre industriel les quantités et la sécurité dont il a besoin pour se projeter. Et cette mutualisation, on va la faire de façon virtuelle, puisqu'on achemine le gaz sur le réseau, donc on va être capable de mutualiser sur le réseau, mais on va le faire aussi de façon physique. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter des installations qui peuvent être raccordables facilement au niveau du réseau. Et grâce à GRDF, il y en a quand même déjà pas mal. Non, on va vouloir aller plus loin et ouvrir la porte à toutes les installations qui sont plus difficilement raccordables au réseau. Et donc, en fait, on va mutualiser le gaz de façon physique en compressant le biométhane à 250 bars, en le transportant dans des camions. On va agréger ce gaz de façon physique pour être capable d'apporter du volume, de la régularité et qui vont nous permettre d'avoir des approches de gros producteurs au niveau du marché. Donc c'est ça le concept général. Et est-ce qu'il y a des limites à ce système? Qu'est-ce que tu vois comme limite entre CPB, BPA et pour la signature concrètement sur le terrain? Ou qu'est-ce qui est le plus adapté? Concrètement, oui, évidemment, il y a des limites. Il y a des avantages et des limites. L'avantage de base des BPA et des CPB, c'est qu'on est sur un mécanisme de droit privé. On est sur du gré à gré. Donc, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. J'allais dire, tout est négociable. Tout. Donc, on peut avoir à la fois, ça entraîne une lourdeur de montage juridique. Il faut vraiment être expert dans ces métiers-là pour arriver vraiment à être capable de faire le poids aussi entre l'achat et la vente. Mais d'un autre côté, ça ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que on peut vraiment faire tout, et j'allais presque dire n'importe quoi. Donc, c'est une liberté totale, et des fois, on ne s'en rend pas compte que le mécanisme de l'obligation d'achat, il est très léger, il est très simple, mais il peut parfois enfermer sur certaines choses. C'est-à-dire que là, des notions de saisonnalité, des notions de prix variables par rapport à une qualité dont on parlait auparavant, tout est possible, tout se négocie. Vous avez un contenu carbone plus ou moins bon, et bien vous pouvez négocier pour vendre vos contenus carbone qui est meilleur. On est aussi dans un mécanisme, l'avantage qui est totalement pérenne. C'est-à-dire que, Pascal le disait, l'obligation d'achat en 2025, c'est 1 milliard d'euros de charge pour l'État. C'est une charge. Là, quand on passe en mécanisme, alors soit extra-budgétaire comme le CPB, soit totalement privé comme le BPA, on n'impose aucune charge à l'État. Donc résultat, on est vraiment, pour moi, c'est la maturité, c'est l'atteinte de la maturité de la filière. C'est-à-dire que l'offre est capable d'atteindre la demande et on a un produit qui est compétitif par rapport à son utilisation.
Merci Florent, c'est très clair. Bravo pour cette initiative. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Il est temps de faire une petite pause, de vous laisser la parole, de vous laisser aussi réagir par rapport à ça. Si vous avez des questions sur justement le tarif d'achat, sur les CPB, BPA, sur leur montage ou carrément l'opérationnalité des choses, c'est le moment. N'hésitez pas. On a voilà, on a un micro qui va circuler. Il va même circuler en anglais si vous avez votre question en anglais. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Bonjour, je vous remercie d'abord pour vos présentations. Donc, je me permets aussi de me présenter. Donc, je suis Sami Teskrat, je suis du CEREMA Normandie Centre et nous sommes un établissement public qui accompagne les collectivités dans leur démarche de transition énergétique. Ma question, ça va être aux origines de méthane dont vous parlez. Alors, je comprends qu'il s'agit principalement de méthane issu de la méthanisation, mais est-ce qu'on peut aussi trouver d'autres types de méthane? Donc je pense au méthane de synthèse qui peut être issu d'autres filières, notamment la gazéification ou bien d'autres types de filières. Merci. Alors je me permets de répondre. Pour les CPB sont ouverts uniquement au biométhane. Donc les CPB, les autres filières ont pour l'instant été un peu laissées de côté. Pour les BPA, je vois dès lors que tout est possible, encore une fois, je vois pas d'inconvénient à ce que, en fait, c'est dès lors que c'est un contrat de gré à gré, vous signez pour ce que vous voulez, en fait. Mais dans le titre BPA, c'est biogas, donc biogaz. Donc, mais pour les CPB, en tout cas, malheureusement, c'est que pour le biométhane, donc pas tout ce qui est gaz de pyro, gaz power to méthane, etc., power to gaz. Pour l'instant, c'est pas ouvert à ce type de techno. Je pense, et là je veux pas trop m'avancer, je pense que ça pourra venir, mais la DGEC en attendant est en train de temporiser et voir ce que ça donne en premier avec le biométhane qui est une techno éprouvée, avec la méthanisation, et ensuite potentiellement l'ouvrir à Radrus, mais encore une fois on ne sait pas. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie. Juste une précision, aujourd'hui sur le tarif d'achat, on parle bien de tarif d'achat pour les unités qui produisent en méthanisation. Hein. On n'a pas aujourd'hui de mécanisme de financement pour ce qu'on appelle, nous, les nouvelles filières, pyrogazéification, gazéification hydrothermale ou méthanation. Il y a dans les tuyaux, entre guillemets, un appel à projet, mais qui n'est pas sorti. Merci Cécile. Bonjour à tous, c'est Jérémy Guez, Société NJ. Je travaille sur la commercialisation des BPA, CPB. J'avais une question pour Metagora concernant la COGE qui est hors réseau. Que devient la production d'électricité, le contrat EDF-OA? Il y a pas mal de possibilités qui vont dépendre en fait de chacun des cas. De base, en BPA, les deux mécanismes ne sont pas incompatibles. Donc on peut avoir des installations qui gardent leur installation de cogénération, qui continuent à l'exploiter, tout en ayant une partie de la production de biogaz qui va être utilisée pour produire et vendre du biométhane en BPA. Le mécanisme CPB, pour le coup, lui est totalement incompatible. Donc, si on veut vendre le gaz en CPB, c'est une autre possibilité, c'est tout simplement de résilier son contrat d'obligation d'achat pour diriger l'intégralité de la production vers la vente de biométhane en CPB. Merci. Oui, bonjour, Grégoire Alagidi, Société Elion. Dans d'autres domaines du renouvelable, tout ce qui est PPA, BPA soulève un certain nombre de gros problèmes en termes de gestion de la variabilité et de la définition de profil. Vous l'avez un tout petit peu évoqué dans vos interventions. Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? C'est quoi les attentes des acheteurs justement en termes de profil, en termes de variabilité, en termes de gestion de la saisonnalité, etc.
Qu'est-ce qui veut répondre Je peux m'en charger, Ouais, vas-y, j'en on va dire, d'expérience. Ça dépend des acheteurs, tout simplement. Alors, la réponse, ça dépend, est facile. Généralement, les acheteurs vont demander à avoir une garantie annuelle. C'est-à-dire qu'ils vont s'être engagés par rapport aussi à leurs utilisations au niveau annuel et vont vouloir avoir des garanties de production sur le pas annuel. Derrière, il peut y avoir des pas plus courts. Ça dépend de du niveau de couverture qu'ils attendent. Je vais aller plus loin. Des acteurs industriels, purs industriels, on voyait dans les BPA qu'il y avait notamment Saint-Gobain. Une usine, un four de Saint-Gobain, il y a un arrêt pendant 1 heure de l'approvisionnement, le four tombe. C'est là qu'est important. On a parlé du début à la fin de BPA, de CPB, d'obligation d'achat. Le facteur qui est le facteur commun à tous, c'est le réseau. C'est pour ça que je me tourne vers Pascal, puisque de toute façon, là, on est sur des mécanismes d'achat, mais la livraison physique du gaz, elle se fait via le réseau, et donc c'est le réseau qui va être de toute façon en capacité de gérer ces volumes-là pour l'utilisation finale. Merci Florent. Je crois qu'il y avait encore une question là au premier rang. Et après, on continuera sur la cogénération. Juste pour comprendre, donc les garanties d'origine, il n'y en a pas dans le TA, il y en a dans le BPA, CPB, y compris pour des installations qui auraient déjà eu 15 ans d'existence. Et après, comment ça se gère si on veut utiliser ce gaz dans d'autres pays pour faire du virtual liquefaction, etc. Alors, il y a 2 questions. On va peut-être parler. Qui est-ce qui veut répondre? Garantie d'origine, tu veux répondre? Les garanties d'origine dans le TA, il y en a, mais elles sont limitées, enfin elles sont 42% est utilisable sur l'EUETS, donc pour la décarbonation de l'industriel sur le marché européen. Et la deuxième question, c'était dans les CPB, dans les BP, donc les CPB, quand vous faites des CPB, la quantité de les mégawattheures que vous vendez à un CPB n'émettent pas de garantie d'origine, c'est l'un ou l'autre. Et dans les BPA, il y a 100% des garanties d'origine qui sont valorisables sur le marché carbone européen. Donc voilà, mais un CPB, dans une unité en CPB, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez effectivement moduler votre production, c'est-à-dire que vous vous engagez à vendre tant de CPB par mois aux vendeurs et le reste pour un peu couvrir, et c'est là que viennent les fameuses clauses de change in law, de hardship, etc. Si demain, c'est pas prévu, hein, mais si demain le mécanisme CPB venait à s'arrêter, la plupart du temps, ce qu'on voit, et quand je parle aux experts qui sont notamment au premier rang là, la plupart du temps, c'est que vous prévoyez d'avoir une partie de votre production qui va quand même être en garantie d'origine, qui est un mécanisme qui est pérenne et qui va vous permettre de couvrir un peu les risques si jamais demain les CPB venaient à s'arrêter. Et voilà. Mais en tout cas, les CPB, voilà. Si j'ai été très clair. Peut-être préciser une chose, c'est que le mécanisme CPB, il est construit pour une obligation française, sur le marché français, pour décarboner le résidentiel et le tertiaire. Donc le CPB n'est pas valorisable à l'étranger. Et aujourd'hui, la vision de l'administration, c'est que le CPB est équivalent à une garantie d'origine. Merci Raphaël, merci Cécile. C'est passionnant. Ceci dit, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'installations qui sont en fin de contrat, et notamment des installations de cogénération. C'est une question qui nous revient souvent, et je vais me retourner vers Raphaël. Est-ce que les mécanismes CPB ou BPA sont adaptés pour justement ces installations qui arrivent en fin de contrat? Il manque le petit... Merci. Oui, Luc. Alors justement, donc ces mécanismes-là, on en a parlé un peu tout à l'heure. Alors oui, ces mécanismes-là, effectivement, ils sont adaptés, ils sont même destinés à ce type d'unité. Et je vous ai mis donc les installations un peu ciblées par les CPB et les BPA dont on est en train de parler. Donc c'est celles qui arrivent justement en fin de contrat, donc de cogénération comme d'injection, celles qui ne peuvent plus bénéficier de tarifs d'achat parce qu'elles en ont déjà eu un et que de la réglementation, vous ne pouvez pas bénéficier de 2 tarifs d'achat à la suite. Donc celles qui ont plus de 15 ans. Et encore une fois, il y aura le coefficient de modulation de 0,8. Enfin, bref, voilà. Les installations, comme l'a dit Florent, qui résilieraient leur contrat.
Alors effectivement, et là, il y a des pénalités de résiliation anticipée de contrat et c'est un vrai sujet. Et voilà, on sait tous, et notamment l'AMF, Adrien nous en parlera un petit peu, j'imagine, mais voilà, c'est un vrai sujet pour les cogénérations qui sont effectivement plus, qui sont en difficulté financière. Si elles veulent passer en BPA ou en CPB, l'administration leur demande généralement des pénalités. Les installations qui ne peuvent pas accéder au tarif d'achat du fait de leur taille, de 25 gigawatts, au-dessus de 25 gigawattheures. Et enfin, les installations qui ne répondent pas aux conditions réglementaires des tarifs d'achat ou AO. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Mais voilà, Peut-être demain les nouvelles filières. Comment ? Et notamment, effectivement, les nouvelles filières. Voilà. Ça fait un petit peu peur d'entendre pénalité. Ça veut dire que quelqu'un qui produit du biogaz et qui ensuite vend ce biogaz en le transformant en électricité en chaleur, s'il veut rompre son contrat, il paie systématiquement des pénalités, c'est ça? Alors, malheureusement, le slide passe pas. Je ne sais pas si vous voyez. Le slide a changé sur votre écran? Non? D'accord. C'est dommage parce que c'est... Ah, voilà, merci. Alors, ça dépend, Luc. Ça dépend. Merci beaucoup, Pascal. Ça dépend, en fait, la typologie de contrat dont vous bénéficiez. Là, je vous ai mis que les cogés. Parce que les cogés, ça va être un sujet intéressant parce que, comme le disait justement Pascal ou Florent, je ne sais plus dans la présentation, il y a près de 1000 cogés et ça va représenter effectivement un pipe de production en biométhane injecté pour atteindre nos objectifs de décarbonation en gaz qui est quand même important. Et il y a une partie des unités qui voudraient, je dis effectivement pas toutes, il y a loin de là, mais il y a une partie des unités. Et donc, il va y avoir des pénalités qui vont s'appliquer. Et là, la filière est en discussion avec l'administration pour leur dire ces pénalités, finalement, ça ne sert à rien parce qu'on va passer d'une charge, comme l'a expliqué Florent, où l'État vous paye un tarif d'achat et vous allez empêcher ce producteur, malheureusement, d'enlever cette charge, puisque finalement, ce producteur, s'il veut passer en BPA ou en CPB, c'est un mécanisme privé ou extra-budgétaire qui ne repose pas sur les finances de l'État. Donc, en fait, ça serait assez pertinent que l'État dise, bon, plus de pénalité pour tout le monde. Voilà. Et donc, on va effectivement avoir, tout dépend de la typologie de contrat, des pénalités qui s'affichent, qui s'appliquent ou pas. Parfois, alors là, malheureusement, je n'ai pas le retour et c'est là où vraiment j'aurais dû lire mon slide. Mais il y a des exemptions. Si vous remplissez un certain nombre de conditions, alors il y a des contrats où vous n'avez pas de pénalité, vous pouvez résilier et faire ce que vous voulez après. Et il y en a d'autres, donc notamment des BG16, où là, effectivement, il y a une pénalité qui s'applique, qui est, on l'a vu là, au Club Biogaz, qui peut être punitive même, et en termes de montant, je parle, et qui va empêcher un bon nombre de producteurs, à moins que, effectivement, vous passiez. Alors, en fait, les conditions, c'est effectivement à moins que vous êtes exempté, à moins de démanteler votre installation et de cesser votre activité. Donc voilà, donc ça veut tout dire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de démanteler votre installation, de cesser votre activité pour que l'État vous exempte de payer cette pénalité. Donc c'est un non-sens environnemental, on est tous d'accord là-dessus. Et parfois, il peut y avoir exemption préfectorale, et c'est là où il y a un vrai sujet aussi, c'est que c'est extrêmement, c'est pas du tout homogène la manière dont les préfets octroient cette exemption préfectorale. Il y a des producteurs qui ont demandé l'exemption, le préfet leur a donné pour X ou Y raison. Parfois c'était difficultés économiques, parfois, mais il y en a très peu. C'est pour ça que c'est pas du tout sécurisé pour les producteurs de résilier, parce que finalement ils savent même pas si ils rentrent dans les cases par rapport à une exemption potentielle que pourrait leur octroyer le préfet. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet et si je me tourne vers Adrien, sur le terrain, concrètement, les agriculteurs qui sont en cogénération, est-ce qu'ils sont intéressés par ces mécanismes et dans quelle mesure? Oui, merci Luc. Bonjour à tous. Alors oui, pour parler avec un regard producteur, parce que voilà, je suis de l'AMF, l'Association nationale des agriculteurs méthaniseurs, qui a été créée en 2010 autour de pionniers des agriculteurs méthaniseurs, des producteurs de biogaz. On voit que historiquement, c'est des sites en cogénération qui sont en plein renouvellement, en réflexion aujourd'hui sur l'après-contrat. Juste pour vous situer, donc l'AMF, c'est à peu près c'est plus de 500 adhérents, répartis à peu près à moitié-moitié sur de la cogé et de l'injection. Et on a une grande majorité d'exploitants, très peu de porteurs de projets
aujourd'hui environ 5%. Et quand on se projette, on voit que parmi nos adhérents, donc d'ici 2030, on aura une vingtaine, 25 fins de contrat d'obligation d'achat. Et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire après avec ces fins de contrat. Elles arrivent à la fois pour les cogénérateurs qui ont 15 ou 20 ans de contrat et pour les injecteurs, donc les pionniers qui ont 15 ans, qui vont arriver aussi à terme de leur contrat. Donc forcément, le mécanisme, il est regardé avec attention. Il faut déjà comprendre de où on part. C'est-à-dire qu'en cogénération, pour nous, pour la filière, c'est avéré qu'il y a une situation une grande difficulté en fait, pour les cogénérateurs, pour un équilibre économique. C'est quelque chose de connu. Il y a une délibération de la CRE à ce sujet-là l'an dernier qui montre que voilà, les mécanismes tarifaires, ils ont été réfléchis il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, selon de quel on parle. Et l'indexation, elle paraît inadaptée aujourd'hui. Donc, elle ne suit pas les hausses, les différentes crises et conjonctures qu'il y a pu avoir sur la réalité terrain des sites en exploitation, en cogénération. Donc, c'est des sites qui sont en difficulté. Il y a une réaction de la DGEC qui a été un peu tardive, mais qui est arrivée là en fin d'année et qui paraît quand même à la marge, puisqu'elle va concerner que les BG16 sur une période de 18 mois. Donc, on est vraiment sur un ajustement à la marge. Donc, pour une projection à terme, pour la filière cogénération, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a des cogénérateurs aujourd'hui qui regardent avec beaucoup d'attention cette conversion au biométhane via un mécanisme donc, notamment de CPB. Déjà parce qu'ils font le constat qu'ils ne sont pas loin du réseau. Si je reprends donc une étude de Solagro qui avait identifié ce potentiel, il y a à peu près 85% des installations de Cogé qui sont à moins de 5 km du réseau gaz. Donc tout de suite, il y a un croisement de la production et puis la demande du réseau. Et avec ce mécanisme de CPB, c'est vécu comme une chance quand même pour ces producteurs-là, parce que sinon ils ont rien, ils ont que le prix de marché finalement. Donc là, ils peuvent s'ancrer dans ce mécanisme-là, avoir un tarif qui est plutôt compétitif. Et parce qu'on voit aussi des fournisseurs qui acceptent de jouer le jeu sur le long terme, avoir un engagement sur plusieurs années, sur 10 ou 15 ans. Et ça, c'est quand même rassurant. Là, je pense que la banque à ma gauche ne dira pas le contraire, que d'avoir un engagement long terme sur des projets qui demandent de gros réinvestissements quand même pour repartir sur du biométhane, c'est toujours rassurant. Et quand un agriculteur réfléchit justement à repartir sur du biométhane, est-ce qu'en même temps, il pense à faire comme on fait beaucoup dans les énergies renouvelables, le repowering, c'est-à-dire augmenter sa capacité, ou est-ce que dans l'état aujourd'hui, c'est plutôt repartir sur la capacité de son installation auparavant ? Alors, ouais, le parallèle avec l'éolien, c'est vrai qu'on voit beaucoup ces parcs éoliens qui sont renouvelés avec des nouvelles puissances, des puissances augmentées. Hein, donc, les petites tours Eiffel danoises là, de Vestas qui peuvent produire du 15 MW de puissance installée, ça permet de renouveler le parc et de produire plus en même temps. Faire la même chose en méthanisation, ça comprend plusieurs limites. Alors déjà, démanteler une installation pour reconstruire une nouvelle, avoir par exemple un nouveau tarif d'achat dessus, ça va contre tout bon sens agricole. Donc voilà, je vous laisse faire la pédagogie auprès des producteurs. C'est quand même un message qui ne passe pas très bien. Ça revient à détruire, écraser 15 ans de boulot quand même. Donc sur le terrain, c'est un peu contre-intuitif. Et puis et le fait de voilà, on pourrait quand même se dire les moteurs ils peuvent monter en puissance effectivement. N'importe quel motoriste est capable de faire un changement de 300 kg vers un 600 kg. Ça, c'est une question de technologie. Bon, pour l'instant, on a aussi un BG16 qui limite à 500 kg. Donc, le changement d'échelle est limité de ce point de vue-là. Et puis, en biométhane, voilà, si on fait vraiment aussi un changement de technologie, mais en même temps de puissance et de production, il faut que ça se base sur un gisement. Contrairement à l'éolien, ce n'est pas du vent qu'on va mieux exploiter. C'est des intrants qu'il va falloir trouver. Et ce n'est pas le but de faire des centaines de kilomètres à des déchets, à des cives. C'est surtout pas rentable, en fait, parce qu'il y a un coût de transport lié à tout ça qui remet en question ce changement d'échelle dans la continuité des installations de production. Malgré tout, les installations regardent ces mécanismes-là parce que c'est intéressant d'avoir un tarif qui est compétitif, le tarif 2023. Qui permet une projection encore une fois à long terme sur à nouveau 15 ans et donc s'autorise à penser une nouvelle installation, pourquoi pas à côté de celle qui est existante,
en réemployant du stockage sur l'ancienne installation, mais en ayant vraiment des outils nouveaux, puisque c'est la condition dans l'arrêté tarifaire biométhane de 2023, d'avoir des outils de production, de stockage biogaz et de valorisation du biogaz qui soient neufs. Voilà. Merci Adrien. C'est vrai que repartir sur une installation, l'augmenter en capacité ou poursuivre sur la même capacité, ou bien créer carrément une nouvelle installation, va se poser toujours la question, comment je la finance? Et qu'est-ce que mon banquier pense de mon projet? Alors je me retourne vers Vincent. Avec cette grande expérience qu'a la Banque Populaire sur le financement, comment vous voyez l'opportunité de tous ces contrats actuels, le tarif d'achat, mais aussi des nouveaux contrats pour ces nouveaux projets ou ces projets en conversion? Alors bonjour à tous et à tous. Alors effectivement, Luc, tu as tout à fait raison. En fait, c'est une évolution majeure d'un paramètre clé pour le financement d'un projet de méthanisation. Le tarif d'achat, c'est effectivement pour nous quelque chose de fondamental. Et en fait, c'est un peu une pièce maîtresse. Et c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, en fait, on n'y prêtait pas attention. C'était plus une pièce documentaire, en fait. On regardait certes le tarif, mais on ne regardait pas toutes les clauses en fait, du contrat d'achat. Alors, je vais faire un peu comme mes camarades avant moi. Je vais revenir sur le tarif d'achat, plus d'un point de vue bancaire, pour rappeler quand même le confort qu'apporte le tarif d'achat, puisque en fait, on parle d'une situation où on a un tarif qui était garanti pour toutes les unités de méthanisation, qu'importe leur taille, un 100 normaux, un 300 ou plus, on avait un tarif d'achat et surtout on avait une durée qui était la même, donc qui était une durée de 15 ans. Et effectivement, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, donc comme on avait une durée qui était identique à tous les projets, en fait, les financements bancaires se sont adaptés justement à cette durée-là et on allait chercher donc une durée qui était surtout de 14 ans, c'est-à-dire que on va adosser cette durée sur la durée du contrat d'achat en gardant une année de marge de manœuvre. Donc voilà, on a une dette qui est sur 14 ans et on garde une année de vente de biométhane en plus, ce qui permet de faire face à d'éventuels aléas ou d'éventuels projets d'amélioration ou en cours de vie du projet. Alors, ça veut dire aussi que nous, d'un point de vue bancaire, notre enjeu, c'est que les banques sont les principaux financeurs d'un projet de méthanisation. L'essentiel du financement, la quasi-totalité, on va dire, c'est de la dette bancaire. Donc l'enjeu du banquier, c'est d'être assuré sur le remboursement de sa dette. Et donc pour ça, on va analyser le chiffre d'affaires et les charges. Sur le chiffre d'affaires, on parle d'une situation où, jusqu'à peu, en fait, l'essentiel du chiffre d'affaires, c'était la vente de biométhane. Et donc, vente de biométhane, chiffre d'affaires, c'est prix fois le volume. On avait la dimension prix qui était garantie, avec une indexation qui était connue d'avance et qui était assez lisible, parce qu'entre 2011 et 2021, on avait 1% d'inflation. Donc, pour nous, banquiers, c'est parfait. Voilà, on a quelque chose qui est prédictible, donc c'est très bien. Et donc, en fait, on se focalisait plus sur l'aspect volume, donc la capacité de l'unité de méthanisation à produire, à assurer son productible. Donc, pour nous, c'était effectivement de regarder le pouvoir méthanogène des intrants, le dimensionnement de l'unité, donc voilà, toutes les phases de l'unité, l'incorporation, la digestion, etc. De là, on garantissait notre chiffre d'affaires, on regardait notre niveau de charge, les coûts des intrants, la maintenance, les coûts d'énergie, etc. Et derrière, on arrive à nos cash flows. Nos cash flows, pour nous, c'est important parce que sur la base des cash flows, on va déterminer en fait la capacité de l'unité de méthanisation à rembourser sa dette. Et on a un ratio qui est très important, qui est clé en fait dans le financement bancaire de la méthanisation. C'est le DSCR, donc c'est le Debt Service Coverage Ratio, donc c'est les cash flows sur le service de la dette, et donc on arrivait sur un ratio de 130%. Donc ça nous permettait aussi d'aller sur un financement dit sans recours, donc ce qui est assez clé en fait, c'est-à-dire qu'en phase d'exploitation, l'unité de méta doit rembourser sa dette.
sans aller chercher les différents actionnaires. Du coup, voilà, pour nous, c'était effectivement quelque chose de clé. C'est un mécanisme en fait qu'on a toujours conservé, puisqu'on l'a, comme ça a été dit, sur les unités de moins de 25 gigawattheures. Donc c'est très bien. Voilà, on a des dispositifs qui ont évolué derrière. Tarif obligation d'achat, je ne vais pas y revenir, c'était déjà dit, mais ce qui est très important, c'est qu'on ne se souciait pas des volumes minimum. On a effectivement un volume maximum qui était couvert avec des capacités d'évolution. Au niveau du prix, je viens d'en parler, de la durée des 15 ans, je viens d'en parler, et surtout, on n'a pas de notion de contrepartie. Donc ça, pour un banquier, c'est effectivement très important. C'est-à-dire que derrière, même s'il y a différents acteurs qui vont acheter le biométhane, on sait que, in fine, la facture sera payée. C'est très clair. Donc c'est même un mécanisme que nous, à la Banque Populaire Grand Ouest, on a dû expérimenter et qui a fonctionné sans aucun souci et qui est clé pour nous. Maintenant qu'on a dit ça, tu parlais de ces évolutions des mécanismes tarifaires. Oui, exactement. Oui. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que les nouveaux mécanismes, ça rentre dans le même logigramme, dans le même raisonnement? Alors non, ça rentre pas du tout, il y a des adaptations et à ce titre, pour reboucler à ta question initiale, les banques ne sont pas surprises en fait. C'est un mécanisme qu'on a déjà vu sur d'autres énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien. On a déjà eu ces types d'adaptations-là, avec donc pas du bipied mais du pipier. Et c'est quand même un bon signal en soi, parce que ça montre que la filière a acquis un niveau de maturité qui fait que l'État peut se désengager sur un type de subvention de cette filière. C'est-à-dire qu'on part d'une situation où on a une subvention de l'État à la fois au niveau des CAPEX pour certains projets, donc on peut avoir un certain type de subvention, et également au niveau du tarif. Donc voilà, donc là il y a cette dimension tarifaire qui disparaît. Donc c'est pas une évolution, c'est pas une surprise. Après, on a besoin de cadrer le sujet. Sur ces évolutions des mécanismes tarifaires, alors il y a des similitudes comme ça a été rappelé, mais nous, d'un point de vue bancaire, on va différencier vraiment le BPA du CPB. Et voilà. Donc il y avait également cette notion d'appel d'offres qui a été lancé, on est revenu en arrière, je ne suis pas sûr que ça réapparaisse. C'est néanmoins un petit peu décevant parce que... C'est même sûr que ça ne réapparaîtra pas, maintenant c'est confirmé. Bon, j'ai toujours une porte ouverte, moi, voilà. ça peut revenir parce que c'est quelque chose qui existe notamment dans le solaire et l'éolien sur des grands projets. Et en fait, je pense que c'est l'intérêt aussi du BPA notamment, c'est de viser des projets de plus de 25 gigawattheures, donc des grands projets. Donc l'intérêt de l'appel d'offres, il est aussi intéressant à ce niveau-là, mais voilà, je pense qu'effectivement, il a disparu peut-être pour de bon, peut-être pour toujours. Donc concentrons-nous sur le BPA et donc sur les principales clauses. Alors effectivement, juste avant de rentrer dans les clauses, il y a quand même des conditions générales à respecter. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit du côté acheteur ou du côté vendeur, il y a une réalité économique qui apparaisse. C'est-à-dire que le consommateur doit valider quand même un besoin de consommation sur une durée, puisque le financement bancaire, il est sur une certaine durée. Donc, il faut que ce besoin de consommation, il dure sur une durée quand même assez longue, à minima pendant la durée de la dette bancaire. Il faut que le prix aussi soit... faut qu'il y ait un équilibre sur le prix. Il faut que tout le monde s'y retrouve, hein. Il ne faut pas que ce soit que l'un ou que l'autre, parce que sinon on a un contrat qui est déséquilibré, et ça c'est un petit peu embêtant. Donc ça c'est le prérequis. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on rentre dans les clauses du BPA. Sur le volume, alors ça c'est effectivement quelque chose de clé, on vient d'en parler sur le tarif d'achat. Sur le volume, on voit beaucoup de choses. Donc effectivement, on voit soit un rachat de la totalité de la production, soit un rachat pour... une production maximum, soit pour une production minimum. Donc on a des choses qui sont assez différentes. Et pour nous, c'est clé en fait que on soit rassuré sur le volume qui soit acheté. Sur le prix, c'est pareil. Alors Florent disait tout à l'heure, c'est super le BPA parce que on peut librement négocier tout.
D'un côté bancaire, on aime bien aussi cadrer un petit peu les choses. Donc on aime bien aussi que les choses soient claires et on aime bien les figer le plus possible. Donc effectivement, pour nous, d'avoir un prix qui soit garanti, qui soit fixe sur la totalité de la production et sur la durée la plus longue possible, pour nous, c'est ce qui est recherché, on va dire. Donc on va privilégier justement des formules qui limitent le risque de marché. Et donc là, ce que j'avais indiqué, c'est effectivement qu'il faut que le contrat soit vraiment équilibré pour les deux parties. Il faut que chacun s'y retrouve. Au niveau de la durée, on part d'une situation et d'une durée pour un tarif d'obligation d'achat qui est de 15 ans. Donc assez naturellement, cette durée-là, elle ne sort pas du chapeau, hein. Ça correspond aussi à des investissements qui sont assez importants, puisque c'est assez capitalistique, un projet de méthanisation. Donc la durée de 15 ans, elle est logique. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est une durée qui va être à minima identique, voire plus longue, pour que l'unité soit en capacité de rembourser effectivement sa dette. Donc voilà, donc ça en termes de préconisation, c'est assez important. Et après, en termes de contrepartie, donc là, c'est la nouveauté du BPA, c'est qu'effectivement, on va avoir un risque sur l'acheteur. Et donc, ce qui va être recherché, c'est effectivement un niveau de solvabilité de l'acheteur. Donc, dans le jargon bancaire, on va chercher un acheteur qui est noté investment grade. Donc, c'est un triple B, moins. Et si ce n'est pas le cas, voilà, on va pouvoir aller chercher effectivement des mécanismes complémentaires. Au niveau des garanties, voilà, là c'est pareil, on va devoir aller chercher différents types de garanties pour être sûr que l'acheteur va être en mesure d'acheter, aura bien la capacité d'acheter pendant toute la durée du BPA. Donc c'est quelque chose qui va être très important pour nous. Le risque de non-paiement qui était inexistant en fait en tarif d'achat, il est là, il est réel et il faut pouvoir s'en prémunir pendant la durée de vie du projet. Et puis également en cas de résiliation. Donc ça c'est un cas de figure et je vais y aborder juste après dans les autres clauses puisque comme tout est négocié, voilà, c'est un contrat qui est librement négocié. Pour nous banquiers, en fait, on va devoir s'attarder aux différentes clauses du contrat du BPA. Dans les clauses, là j'ai retenu vraiment les clauses les plus importantes, c'est effectivement les clauses de résiliation. C'est-à-dire qu'on va avoir la capacité pour l'acheteur ou le vendeur de résilier. Donc on va avoir des clauses de résiliation pour force majeure notamment, donc à encadrer. On va avoir des clauses de résiliation pour défaut du respect des engagements de l'acheteur ou du vendeur. Donc pareil, les engagements, en fait, c'est une liste des engagements qui va devoir être définie entre les différentes parties. Donc on va être très sensible sur justement ces clauses-là. Et puis derrière aussi les indemnités. Donc des indemnités liées à ces clauses de résiliation, parce que si au bout de 3 ans, on a un acheteur qui se dit finalement moi je résilie, nous on est parti sur peut-être 14 ans ou 15 ans, donc il faut qu'on puisse cadrer les choses. Et puis également, ce qu'on voit aussi sur d'autres ENR, c'est des indemnités liées à de la non-performance de l'unité, donc une unité qui ne délivre pas le productible ou le bon productible. Et dans ces cas-là, il va falloir cadrer les choses. Et donc le CPB, c'est pas exactement considéré de la même façon, c'est ça ? Exactement. Donc il y a effectivement, juste avant de passer au CPB, il y a la clause de changement de contrôle également qui est quelque chose, un article qui est assez important. Et si je passe sur le CPB, alors on a tout ce qu'on vient de dire pour le BPA est valable pour le CPB. Et en plus, on va avoir quelques ajouts. C'est effectivement sur la pérennité du système du CPB. Pour l'instant, on n'a pas un mécanisme qui est garanti sur une durée de 15 ans. On est sur une durée qui est un petit peu plus courte. Donc on a effectivement le risque que le mécanisme de CPB s'arrête soit dans 3 ans, soit dans 6 ans, soit dans 9 ans. Donc nous, c'est un risque qu'il faut qu'on cadre effectivement. Donc qui porte ce risque au niveau des projets? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est l'actionnaire de la société qui le porte? Donc ça, c'est un sujet qui est important. Et après, comme on est sur un mécanisme nouveau, donc effectivement, on a des précisions qui sont en attente. Donc ça, Raphaël en a parlé sur l'indemnité des 100 €.
pour les fournisseurs d'énergie. Donc on a un arbitrage qui peut éventuellement être fait, à savoir est-ce qu'on paye cette pénalité de 100 € qui est inflatée ou pas, ou est-ce qu'on rentre dans ce mécanisme de CPB, mais à quel prix? Donc on aura forcément peut-être un fonctionnement un petit peu hybride. Et puis on a les aléas aussi au lancement d'un nouveau mécanisme, en fait. Donc c'est-à-dire on ne sait pas comment la demande va rencontrer l'offre aussi. Donc c'est un point qui est important. Et pour nous, banquiers, ça va avoir un impact aussi sur le dimensionnement de la dette, c'est-à-dire qu'on va forcément prendre des marges de manœuvre un peu plus grandes par rapport à un mécanisme d'obligation d'achat. Néanmoins, Luc, voilà, on a des discussions depuis longtemps, donc ce ne sont pas des mécanismes qui nous font peur. On s'est adapté au moment du lancement de la filière en 2011. On était présent au niveau de la Banque Populaire Grand Ouest. On a accompagné avec des dispositifs, on les a fait évoluer dans le temps. On a assoupli les dispositifs. Donc là, le point, ça va être effectivement de partir sur des dispositifs qui vont évoluer. Et on n'a pas de doute de bien les trouver. Mais si j'ai un message quand même à dire, c'est que voilà, il faut associer quand même la banque le plus tôt possible dans les discussions, parce qu'une fois que le BPA ou le CPB est signé, c'est toujours difficile de le faire évoluer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'échanges depuis de nombreux mois avec beaucoup d'acteurs de la filière pour les sensibiliser sur les points d'attention des partenaires bancaires. Merci Vincent. Peut-être un mot en rebond, Florian. Après avoir signé quelques BPA, avoir étudié des CPB, est-ce que le problème du risque, de la durée, c'est des choses que vous étudiez et comment vous rebondissez là-dessus en un mot? C'est des points clés. C'est des points clés puisque les problèmes des banquiers sont nos problèmes, on va dire. Déjà, je tiens à préciser, on est imaginatif et le champ des possibles est ouvert dans les négociations. Mais une fois que les négociations sont faites, on met tout ça par écrit dans un contrat. Donc comme ça, c'est bien clair et bien stabilisé pour toute la suite du fonctionnement de l'installation. Au niveau du risque, c'est exactement, j'allais dire, presque la raison d'être de Metagora. C'est-à-dire de gérer le risque qui est beaucoup plus important entre la production et l'achat. Donc je parlais de mutualisation au niveau de la partie garantie de production, au niveau gestion des volumes. C'est exactement la même chose au niveau de la partie risque et risque financier. Le fait d'avoir plus de capacité de production et de plus de capacité d'accès à des acheteurs de biométhane permet de pouvoir moduler ce risque et permet de pouvoir, on va dire, tamponner le risque entre l'exploitant agricole et l'off-taker, l'acheteur de gaz. D'accord, merci. Merci Florent, merci Vincent et merci à tous les intervenants. Si je peux me permettre, oui, vas-y, Luc, Cécile, peut-être pour rassurer sur le risque d'arrêt du mécanisme, il faut quand même préciser, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, le mécanisme des CPB, il rentre dans la perspective de la réglementation de la production pluriannuelle de l'énergie, donc dans des objectifs de l'État de transition énergétique. Et donc, cette prochaine PPE, elle va normalement être publiée d'ici, je vais dire, la fin du semestre, pour pas trop m'avancer, logiquement. Et dans ce cadre, il y a un volume qui va être déterminé en termes de tarifs d'achat par rapport à un objectif global. Le reste, il va bien falloir le faire soit en CPB, soit en BPA. Et la PPE, elle est définie au moins, elle est révisable sur 5 ans, mais la France s'est quand même engagée dans un objectif de neutralité carbone à 2050. Donc le risque que le mécanisme s'arrête brutalement me paraît assez limité. Merci de cette précision essentielle. On peut s'accorder un peu de temps pour des questions, donc surtout n'hésitez pas à les poser, qu'elles soient sur le financement, sur le technique ou sur le montage de projet ou encore les retours terrain. Oui, alors je voudrais continuer sur le sujet de la rentabilité de ces installations suivant les différents mécanismes de soutien. Il me semble que la Creux a sorti une étude à la fin de l'année en indiquant que la rentabilité des installations était
importante, très importante. Elle pointait un TRI autour de 13%, un peu plus de 13%. Et puis on entend aussi parfois, du côté de la AMF, qu'il y a un très grand nombre d'installations qui sont en difficulté, et qui donc dit difficulté, dit rentabilité pas bonne. Donc qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la rentabilité est bonne ou est-ce que la rentabilité n'est pas là? Et quand on va passer en CPB ou en BPA, comment ça va impacter la rentabilité? Le mieux placé, c'est sans doute l'AMF pour commencer. Oui, alors pour des éléments de réponse, parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ces études de rentabilité. Déjà, c'est deux filières différentes, deux mécanismes différents, que ce soit pour la cogénération ou l'injection. Les contrats BG, biogaz cogénération, aujourd'hui mettent en difficulté sur la rentabilité les producteurs. En biométhane, on n'est pas sur des mêmes niveaux de rémunération, et c'est assez transparent avec l'arrêté. La rémunération est supérieure. Et après, les charges sont également aussi plus importantes du fait des consommations pour l'épuration du biogaz. Voilà, la CRE a fait sa délibération, son rapport sur la rentabilité biométhane comme étant bonne, en écrivant aussi noir sur blanc qu'elle était prête à réévaluer ses manières de traiter de collecter, traiter la donnée, ou pour vraiment mieux comprendre aussi le terrain, parce que c'était un premier exercice. Donc forcément pas évident, mais une enquête saluée par son ampleur. Je crois que c'est 500 répondants et plus de 400 sites qui ont été retenus. Alors pour le TRI, c'était que 140. Hein. Donc déjà, on diminue l'échantillon. Et puis donc le TRI, il avait 4 méthodes de calcul. Donc c'est vrai c'est un indicateur, je pense aussi à prendre avec des pincettes. Et pour ça, donc, la CRE reste à l'écoute. Et pour notre part, en tant que producteur, on a fait aussi l'exercice d'enquêter avec un outil qu'on appelle Ecometa, qui est juste une feuille Excel à remplir pour les producteurs, parce qu'eux, ils auront besoin de se situer par rapport à ces mécanismes de BPA, de CPB, sur leur coût de production. Et donc, on les invite à vraiment se situer dans la filière où ils en sont au coût de production. Et cette enquête-là, donc en cogénération, elle a eu aussi nos conclusions d'une difficulté de rentabilité, qui était par ailleurs celle de la CRE avec son enquête en cogé cette fois, mais l'an dernier, donc publiée en mars 2024 de mémoire, avec les conclusions sur l'indexation plutôt inadaptée. Merci Adrien. Donc effectivement, une enquête de la CRE qui dit qu'il y a des grosses rentabilités. Juste une petite nuance qu'on n'a pas évoquée, c'est que cette enquête de la CRE, elle concernait à 80% des contrats 2011, donc les premiers contrats. Et entre deux, il y a eu, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, en tarif d'achat, il y a eu des modifications en 2020, en 2021, en 2023. Donc on est déjà dans d'autres types de contrats qui arrivent en ce moment en construction. Et les données sont issues de producteurs, enfin d'une période avant la crise énergétique également. Oui. Petite question pour les financement, la banque. Vous avez parlé des contreparties triple B-. Comment vous gérez quand la contrepartie n'est pas notée, le fournisseur? Alors effectivement, c'est un vrai sujet pour nous. En fait, on peut effectivement travailler sur des contreparties qui sont moins bien notées. Après, en général, comment on cadre les choses, c'est que on peut aller chercher une caution effectivement d'un autre acteur, soit d'une maison mère, soit effectivement d'une partie tierce qui peut venir aussi se porter garant. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver aussi des solutions. Mais voilà, dans les banques de manière générale, c'est l'indicateur qui est suivi. Mais la maison mère, si elle est toujours pas notée, ça repose le problème. Mais... Alors ça dépend des acteurs, puisqu'effectivement dans des groupes il y a plusieurs sociétés, donc qui n'ont pas les mêmes notations. Et puis parfois, donc c'est pour ça qu'on peut avoir des garanties mères s'il y a des sociétés de ce groupe d'achat qui n'ont pas les mêmes notations. Et puis après, on peut aller chercher ce que je disais, une partie tierce qui peut se porter garant. Voilà, c'est des mécanismes qu'on a déjà fait, pas forcément sur le biogaz, mais sur l'électricité. Merci. Je vois plus de bras levés. Je vous propose... et encore une question là, et après on enchaînera sur la durabilité. Oui, bonjour, Johan Guichard, Funergreen. J'avais une question côté financement aussi, cette fois plutôt sur les garanties qui sont demandées aux producteurs par rapport à la qualité des intrants, notamment par rapport à la durée.
si on parle de contrat de 15 ans, comment les prêteurs s'assurent que les intrants seront correctement fournis pendant la durée du contrat? Alors ça, c'est une question qu'on a depuis toujours, hein. Donc c'est pas lié au CPB ou au BPA, c'est qu'effectivement, la maîtrise des intrants, ça fait partie de l'analyse clé d'un projet de méthanisation. Donc là, on va différencier effectivement les différentes unités de méthanisation, puisqu'on a de la méta à la ferme, on a de la méta collective, on a de la méta territoriale, on a de la méta industrielle. Donc en fait, on va chercher la maturité la plus longue sur une méta à la ferme. Généralement, c'est assez facile à maîtriser, parce que c'est généralement l'exploitant agricole. C'est généralement l'exploitant agricole qui apporte la quasi ou la totalité des intrants qui seront nécessaires au fonctionnement. Sur de la méthanisation collective, on est à peu près sur un mécanisme similaire. C'est plutôt sur la méthanisation territoriale où là, on va avoir un mix souvent entre effectivement des intrants peut-être plus industriels, des intrants plus agricoles. Et donc là, on va chercher justement à avoir la maturité la plus longue possible. Donc ça, on va vraiment regarder projet par projet. Mais en fait, pour répondre aussi à votre question, c'est qu'on va demander des contrats. En fait, on va demander des contrats avec les apporteurs d'intrants. Merci, merci Vincent. C'est une perche tendue parfaitement sur la suite de cette table ronde, parce qu'effectivement, les intrants, ils sont concernés, en tout cas les exploitants, ils sont concernés par la durabilité. Cécile, qu'est-ce que c'est que cette RED 2? Qu'est-ce que c'est que RED 3 même? Comment tous ces mécanismes sont concernés, c'est-à-dire à la fois les tarifs d'achat, les CPB, les BPA? Bonjour à tous. Alors, certains d'entre vous m'ont vu les années précédentes vous présenter RED 2. Aujourd'hui, j'ai la charge de vous présenter RED 3, puisque une directive européenne en chassant une autre, on est dans un contexte un tout petit peu différent, puisqu'il y a eu la mise en place du paquet Fit for 55 dans le cadre du Green Deal européen, avec un rehaussement de l'ambition climatique européenne en 2030 et en 2050, avec l'objectif toujours de cette neutralité carbone en 2050. On est toujours dans ce contexte. Et donc du coup, on a une révision de tous les textes énergie-climat pour assurer cette nouvelle ambition qui est passée de 32% en 2030 d'énergie renouvelable à 42% et demi de mémoire en 2030. Donc la directive RED 2 qu'on vous a présentée les années précédentes, elle est remplacée par la directive RED 3 que je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible. Donc la directive RED 3, en fait, pour notre filière, la filière biogaz, il y a assez peu de changements. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La RED 3, elle a été publiée en novembre 2023. Vous allez le voir, c'est une date extrêmement importante. Par contre, il y a un changement de paradigme sur RED 3. Je vais y revenir. D'abord, la RED 3, elle a permis quand même de clarifier le seuil des obligés, parce que on avait eu des discussions assez longues dans le cadre de la transposition, avec l'administration, pour savoir quel était le seuil des obligés en termes de volume. Donc là, elle spécifie clairement que le seuil des obligés est aujourd'hui de 200 normomètres cubes par heure. Au niveau des critères de durabilité de la biomasse, je ne vais pas vous refaire la présentation des années précédentes. Je pense qu'elles sont encore disponibles sur les sites, sur la question de la durabilité de la biomasse. Sachez que ces critères de durabilité n'ont pas évolué et qu'on est toujours dans une obligation de bilan massique pour quantifier cette durabilité. Ce qui change, ce sont les seuils d'exigence de réduction des gaz à effet de serre. Alors, la RED 2 nous préparait, puisqu'elle prévoyait que les unités obligées devaient prouver qu'ils réduisaient les émissions de gaz à effet de seuil de 70% par rapport à un carburant défini par la RED,
pour les installations qui avaient été mises en service après le 1er janvier 2021. Et on savait que ce seuil allait évoluer à moins 80% pour les unités qui seraient mises en service après le 1er janvier 2026. L'arrêt 3 a été publié le 20 novembre 2023 et elle spécifie que le seuil d'exigence passe de moins 80% à partir de la date de publication de l'arrêt. Donc on change vraiment de logique. On était dans une logique de date de mise en service. Là, on est dans une logique de date de signature du contrat. Alors, l'arrêt 3, elle a quand même prévu que les États membres pouvaient mettre en place ce qu'on appelle une clause grand-père qui va justement définir votre seuil d'obligation en fonction de la date de signature de votre contrat. Cette transposition, elle est laissée à l'administration, à l'État membre pour mise en place. Donc, je vais essayer de vous résumer les choses. J'ai essayé de vous faire un graphe. Vous aurez accès aux présentations. Donc, vous pourrez vous pencher dessus pour vous faire comprendre cette logique de passage de la date de mise en service au passage de la date de signature du contrat. Donc, vous avez la date de la publication de l'arrêt, donc qui est le 20 novembre. Alors, il me manque des bouts sur ma présentation, ça c'est pas bien. Oui, sauvegardé, je pense, en format PDF. Donc, l'arrêt a été publié le 20 novembre 2023. Elle doit être transposée dans le droit français, logiquement, avant le 21 mai 2025. Donc ça, c'est aussi une date importante. Tant que la RED n'est pas transposée, elle n'est pas logiquement applicable sur le seuil français. Je ne vais pas vous parler de la certification parce que c'est un autre problème. Donc, si vous avez signé un contrat avant le 20 novembre 2023, donc par exemple le 19 mai 2022, et que vous allez donc, logiquement, j'ai pris 3 ans la date de mise en service, vous allez vous mettre en service 3 ans après le 20 mai 2022, 2025, pardon. Mais la RED n'est pas encore transposée. À ce moment-là, vous respectez les seuils RED 2. Même chose si votre contrat a toujours été signé avant le 20 novembre 2023, mais que vous vous mettez en service après la transposition, vous êtes toujours dans le cadre du respect des seuils RED 2. Par contre, dès que vous passez la date fatidique du 20 novembre 2023 pour signer votre contrat, quelle que soit la date de transposition et quelle que soit la date de mise en service, vous allez devoir respecter les seuils RED 3. Alors ça veut dire donc j'espère que vous n'avez pas perdu. Si, un petit peu là. Alors du coup, le rapport avec les tarifs d'achat, CPB, BPA, t'as tout prévu. J'ai tout prévu, grâce à toi, Luc. Tu as bien prévu la conférence. Donc, on a essayé de vous résumer. Alors, il y a encore des points d'ombre. Donc, quand vous êtes en tarif d'achat, vous bénéficierez logiquement de cette clause grand-père si l'État français l'intègre dans cette transposition, puisque je rappelle que cette introduction est laissée à la discrétion des États membres. J'ai bon espoir, en tant que représentante de France Gaz Renouvelable, que l'État transposera cette disposition. On l'a déjà alerté sur l'importance. Donc, si vous avez donc cette clause grand-père, elle s'applique pour le tarif d'achat. Il n'y a pas de choses qui sont prévues dans l'arrêt 3 qui pourraient s'appliquer à des mécanismes non subventionnés. Ça, on verra dans la transposition comment l'État français transpose cette clause grand-père si elle veut l'élargir. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Donc, en résumé, en tarif d'achat, si vous avez signé votre contrat avant le 20 novembre 2023
et que vous êtes au-dessus de 200 normaux mètres cubes heure, la clause grand-père devrait s'appliquer et vous devez respecter les seuils RED 2. Si vous êtes en tarif d'achat et que vous avez signé après le 20 novembre 2023 et que votre production est supérieure à 200 normaux mètres cubes heure, vous devez respecter les seuils RED 3. Alors ça se complique pour les CPB. Donc les CPB et les BPA sont donc, comme on vous l'a expliqué, des mécanismes extra-budgétaires qui doivent intégrer la durabilité de leur production. Il reste quand même un flou sur la transposition et la transposition pour les seuils, pour les unités, pardon, qui seraient en dessous du seuil de 200 normaux mètres cubes. Quand les CPB, il faut quand même que je dise que quand les CPB ont été réfléchis, ils avaient été réfléchis pour des unités qui ne pourraient pas bénéficier du tarif d'achat, donc au-dessus de 25 gigawattheures. Donc cette question ne s'est pas posée au départ. C'est une question qu'on est en train de poser à l'administration. Donc c'est pour ça que j'ai mis, quels que soient les types d'unités, donc en Greenfield, ce sont les nouvelles unités. Les unités Brownfield, ce serait par exemple des cogénérateurs qui passeraient en injection. Là, sur des unités plus petites, on est en attente de précision de l'administration. Mais logiquement, je pense qu'il y aura une exigence de respect des critères RED et ça va aussi dépendre avec qui vous signez votre contrat. Le fournisseur, je pense, va vous demander de respecter les critères de durabilité de la RED. Mais légistiquement, réglementairement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément écrit dans le décret. Sur les unités au-dessus de 200 normaux mètres cubes, pour les unités de Greenfield, il n'y a pas de question à se poser puisqu'il n'y a pas de contrat CPB qui ont été signés avant le 20 novembre 2023. Donc, vous êtes forcément sur les seuils RED 3. Sur les unités Brownfield, donc des unités qui vont passer de la cogénération vers l'injection ou qui sont en fin de tarif d'achat injection et qui passeraient en CPB. Là, la question va se poser parce que ça va dépendre de si l'administration dans la transposition considère que ce sont des unités qui ont été mises en service avant la transposition. Et donc avant le 20 novembre 2023. Logiquement, elles devraient pouvoir garder leur seuil RED 2. Mais tant que ce n'est pas écrit, je ne préfère pas l'affirmer, ni l'écrire, ni le marquer dans le marbre. Pour les BPA, là, on est sur des unités Greenfield. Et là, en fait, ça va dépendre, sur les unités plus petites, même chose, ça va dépendre de l'acheteur. Est-ce qu'il va vouloir valoriser son BPA dans le cadre de l'ETS? Et là, il va avoir besoin de la durabilité parce qu'il va avoir besoin des Proof of Sustainability. S'il est en compensation volontaire, il va potentiellement avoir besoin uniquement des garanties d'origine. Sur des unités de plus grande taille, on ne se pose pas de questions, on est sur le seuil RED 3. Donc j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde. On verra dans les questions. Merci pour cet exercice de synthèse, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et d'ailleurs, je me tourne, avant de vous laisser la parole pour les questions, je me tourne vers Adrien. Au niveau terrain, est-ce que les agriculteurs, ils ont réussi à s'adapter facilement ? Alors, c'est toujours du travail et de l'administratif en plus pour les agriculteurs. Il ne faut pas minimiser ce qui a été fait dans le cadre de cette certification, mais globalement, c'est une réussite. Alors, on se souvient d'une conférence il y a 2 ans, du coup, on présentait les outils de certification, calculateur et puis schéma, le référentiel de certification d'EBS, qui sont nos interlocuteurs français. Pour lancer la certification, 1 an après, on avait déjà une filière certifiée. Parce que les organismes de contrôle, parce que des bureaux d'études, des chambres d'agriculture se sont appropriés le sujet.
ont pris en main le sujet RED et toute la filière est allée vers la certification, en particulier voilà, les producteurs qui se sont engagés, qui ont compris que c'était là où le vent les portait, où c'était la direction à prendre pour à terme valoriser sa production de biogaz. C'est une certification RED. Voilà, donc une réussite quand même. Et je pense que, alors je ne les vois pas dans l'Assemblée, mais peut-être le schéma volontaire a des données, en tout cas en termes de nombre d'adhérents et donc de certifiés qui ont dû passer sur la filière biogaz, peut-être les 150 voire 200, rien que sur le schéma d'EBS, qui concentre en tout cas en France les certifications de méthaniseurs. Ils sont présents sur le salon, ils ont un stand, donc vous pouvez aller les voir si vous avez besoin d'informations. Merci à tous. La table ronde touche à sa fin. Nous avons une séquence de questions-réponses. Donc, la parole est à vous. Si vous avez des questions à poser à nos invités. Oui, bonjour. Armelle Damiano, association AILE. En fait, pour le lien avec les deux sujets, parce que tout à l'heure, on parlait de rentabilité, on parlait de CPB, BPA. Il y a la question quand même pour moi qui me gêne dans cette question des CPB, BPA, c'est la place de la valorisation des effluents d'élevage et de l'éventuelle prime à ces effluents d'élevage, hein, qui, contrairement à ce que dit la Creux, est essentielle à la mobilisation des effluents d'élevage. Et dans l'ambition de respecter la RED 3 avec un seuil de 80%, on est complètement dans la logique. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment et l'opportunité de réargumenter l'enjeu de cette prime aux effluents d'élevage pour atteindre des objectifs ambitieux de réduction des GES ? Une première analyse, mais peut-être Adrien. D'abord, on est sur les BPA et les CPB, on est sur des contrats de gré à gré. Donc, je pense que ça va dépendre aussi de la volonté de l'acheteur d'avoir un niveau de durabilité plus ou moins élevé. Mais je laisserai les fournisseurs répondre. Oui, alors ça c'est le point avec l'intensité carbone. Effectivement, on comprend l'intérêt d'avoir des effluents dans la ration. Notre conclusion filière producteur, en tout cas, elle est un peu divergente quand même de celle de la Creux sur la prime. C'est-à-dire quand on dépasse la dizaine de fournisseurs, d'apporteurs d'effluents agricoles, on est obligé de passer par une étape d'hygiénisation. Et ça, aujourd'hui, ça va contre la rentabilité de l'installation parce qu'il y a une énorme consommation de gaz ou de biogaz qui est faite pour justement aller hygiéniser tous ces intrants. Donc, c'est des volumes assez conséquents de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Finalement, qui nécessitent hygiénisation. Et dans le cadre donc, de ces structures-là, qui sont finalement assez courantes, hein, un collectif de 10 agriculteurs, je pense qu'on en a beaucoup ici en Pays de Loire. Et donc, ça va justifier complètement la prime, puisque c'est un surcoût au traitement de l'intrant. Merci, Adrien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de rendre la salle aux organisateurs? Non, mais s'il n'y a pas de questions, moi je vous propose d'applaudir nos intervenants. Ils ont été brillants. Félicitations. Et vous pouvez les rencontrer sur le salon, à leur stand, ou bien sinon venir même leur poser vos questions si vous en avez encore à en poser en direct. Vous êtes les bienvenus et très bon salon à vous. Au revoir.